Humilié à Noël par ma mère qui me traitait de parasite, j'ai souri alors que tout riait. Il ignorait que je payais tout depuis 6 ans. J'ai tout annulé sur le champ. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat. Je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans, et le Noël dernier, ma propre mère m'a humilié devant toute la famille. Tout ce que tu fais, c'est prendre de l'argent sur nous, a-t-elle crié sous le regard de 20 proches. Tu n'es qu'un parasite qui n'apporte jamais rien à cette famille. Les rires qui ont suivi résonnent encore à mes oreilles. J'ai souri, me suis excusé poliment, et suis monté dans ma chambre. Ce soir de Noël avait commencé comme toutes les autres réunions de famille. La maison de mes parents débordait de tantes, d'oncles, de cousins, et du chaos habituel. La table de la salle à manger gémissait sous le fameux jambon glacé au miel de ma mère. La tentative de purée de pommes de terre de mon père qui tournait invariablement en grumeaux. Et assez de gratin pour nourrir une petite armée. Tout le monde riait, partageant des histoires, se montrant des photos sur leur téléphone. J'aidais ma cousine Sarah à installer la table des desserts quand la voix de maman a coupé le bavardage comme un couteau. Lucie, viens ici tout de suite. Son ton avait cette dureté que je reconnaissais depuis l'enfance. Celle qui signifiait que j'allais être mise en spectacle pour quelque chose. Qu'y a-t-il, maman, ai-je demandé, essuyant mes mains sur un torchon en allant vers elle près de la cheminée. La pièce s'est progressivement tue alors que d'autres proches se tournaient pour regarder. Raconte-leur cette faveur que tu as demandée tout à l'heure, dit-elle, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Mon estomac s'est noué. Plus tôt, j'avais timidement mentionné que j'avais un mois difficile financièrement. Ma voiture était tombée en panne, et entre la facture de réparation et des frais médicaux imprévus, j'étais à sec. J'avais demandé si la famille pouvait prendre en charge les factures de services publics ce mois-ci pendant que je me remettais sur pied. C'était la première fois en 6 ans que je demandais de l'aide, mais apparemment, cela faisait de moi la méchante de la famille. Maman, je ne crois pas que ai-je commencé, mais elle m'a coupé. Non, je pense qu'il devrait savoir. Lucie pense que nous devrions payer ses factures parce qu'elle ne sait pas gérer son propre argent. La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti la chaleur monter à mon cou alors que 20 pères Dieu se concentraient sur moi. Dis-leur comment tu es entré ici en mendiant comme si nous te devions quelque chose. Mon frère Jacques a reniflé depuis le canapé. Classique Lucie, toujours la main tendue. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit doucement. Mais maman ne faisait que commencer. 6 ans que tu as quitté cette maison et qu'as-tu à montrer? Un appartement minable, une voiture en panne, et maintenant tu veux que nous te sortions du pétrin. Sa voix montait, et je voyais les proches échanger des regards gênés. Ton frère ne nous demande jamais d'argent. Ta sœur nous envoie de l'argent. L'humiliation me brûlait comme de l'acide. Chaque mot était soigneusement choisi pour faire mal, pour me faire passer pour une ratée devant des gens que je connaissais depuis toujours. Tante Marthe fixait son assiette. Oncle Richard avait l'air de vouloir disparaître. Mon cousin Thomas avait son téléphone en main, enregistrant probablement ce désastre pour les réseaux sociaux plus tard. Tout ce que tu fais, c'est prendre, prendre, prendre. La voix de maman a atteint ce ton strident qui signifiait qu'elle préparait son grand final. Tu n'es qu'un parasite qui n'apporte jamais rien à cette famille. Tout ce que nous t'avons donné au fil des ans, et c'est comme ça que tu nous rembourses, en demandant plus. La pièce a explosé de rires gênés. Pas les rires chaleureux de famille d'avant, mais ce rire nerveux et maladroit qui se produit lorsque quelqu'un va trop loin et que tout le monde le sait. Mon visage brûlait d'embarras, mais j'ai gardé une expression calme. Des années à gérer les exhibitions publiques de maman m'avaient appris à ne pas lui donner la réaction qu'elle désirait. Tu as raison, maman, ai-je dit calmement. Je n'aurais pas dû demander. Je me suis retourné et j'ai monté les escaliers, laissant derrière moi les commentaires chuchotés et le silence inconfortable. Dans ma chambre d'enfance, je me suis assise au bord de mon vieux lit simple et j'ai sorti mon téléphone. Il était temps d'arrêter de contribuer à une famille qui ne savait même pas que je contribuais en premier lieu. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment nous en sommes arrivés à ce désastre de Noël. Voyez-vous, ma famille a toujours eu cette dynamique étrange où je suis à la fois invisible et tenu responsable de tout. Cela a commencé quand j'avais environ 12 ans et que maman a décidé que j'étais assez âgé pour aider alors que Jacques et Mélissa étaient encore en train de se découvrir. Quand j'ai eu 18 ans, j'étais pratiquement la comptable non rémunérée, la babysitter et la solutionneuse de problèmes généraux de la famille. Besoin de quelqu'un pour conduire papa à ses rendez-vous chez le médecin?
Lucie le fera. Les factures deviennent un peu serrées? Lucie a un travail à temps partiel. Un rassemblement familial a besoin d'être organisé. Mieux vaut appeler Lucie. Mais voici le problème avec le fait d'être la personne responsable dans une famille pleine de chaos. Vous devenez invisible. Quand Jacques a abandonné l'université pour la 3e fois, c'était une crise familiale nécessitant intervention, soutien et des discussions interminables sur la recherche de sa voie. Quand Mélissa est revenue à la maison à 25 ans avec un enfant en bas âge et sans emploi, tout le monde s'est mobilisé autour d'elle, s'occupant de la petite Emma et l'aidant à se remettre sur pied. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention et été accepté dans 3 universités différentes avec des bourses partielles, papa a demandé si cela allait leur coûter quelque chose. Et quand j'ai dit que je m'en chargerais moi-même, la conversation s'est arrêtée là. J'ai donc travaillé à 2 emplois pendant mes études, obtenu mon diplôme sans dette et déménagé dans mon propre appartement à 22 ans. J'ai pensé que cela me vaudrait enfin un peu de respect dans la famille. Au lieu de cela a juste fait de moi celle qu'ils appelaient quand ils avaient besoin que quelque chose soit réparé, payé ou organisé. Le plus étrange était à quel point j'étais devenu doué pour résoudre leurs problèmes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Prenons la situation universitaire de Jacques. Quand il a finalement décidé de retourner à l'école à 26 ans, il a demandé une aide financière, mais n'a reçu qu'un financement partiel. Papa avait promis de trouver quelque chose pour couvrir le reste. Mais les mois passaient sans aucune action. Je voyais Jacques stressé, appelant l'université chaque semaine pour demander des prolongations de paiement. Le semestre était sur le point de commencer et il y avait une réelle possibilité qu'il perde sa place. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai réglé ça discrètement. J'ai appelé le bureau de facturation de l'université, expliquant que j'étais la sœur de Jacques et que je voulais mettre en place un plan de paiement pour son solde restant. Ils étaient heureux de travailler avec moi, et en une semaine, j'avais mis son compte à jour. Les factures arrivaient à une adresse email que je l'avais aidé à créer il y a des années pour la recherche d'emploi, donc je recevais toute la correspondance financière de toute façon. Jacques n'a jamais su que son compte risquait d'être fermé. Papa n'a jamais su que le plan de paiement existait. Maman savait juste que d'une manière ou d'une autre, tout s'était arrangé. Et moi, je suis devenue la marraine invisible de la gestion des prêts étudiants. Même chose pour les factures de la maison. Il y a environ 3 ans, maman m'a appelé en pleurant parce qu'ils avaient pris du retard sur la facture d'électricité et que la compagnie menaçait de couper leur courant. Papa était sans emploi depuis 2 mois suite à son opération du dos et l'argent était plus que serré. Nous devons juste rattraper notre retard, dit maman, la voix tremblante. Peut-être que tu pourrais nous aider à trouver un plan de paiement ou quelque chose. J'ai donc appelé la compagnie d'électricité, organisé un arrangement de paiement, et j'ai fini par payer moi-même le solde dû. C'était plus facile que de regarder mes parents stressés à ce sujet. Et honnêtement, ce n'était pas une grosse somme pour moi à l'époque. Mais voici où ça devient intéressant. Le compte était toujours à mon nom depuis l'époque où j'y vivais pendant mes études. J'avais oublié de le changer après mon départ, et mes parents n'avaient jamais pris la peine de le transférer. Donc, quand j'ai configuré le paiement automatique pour éviter de futurs problèmes, ils n'ont même pas vu les factures. Ils ont juste vu que les lumières restaient allumées. Même histoire pour Internet, la facture d'eau, et finalement même le service de livraison d'épicerie. Quand maman a commencé à avoir du mal à se rendre au magasin après son opération du genou, ma famille a commencé à fonctionner sous le pilote automatique Lucie, et ils ne s'en rendaient même pas compte. L'histoire de la carte de crédit a commencé innocemment. Maman faisait des achats en ligne pour l'anniversaire de Jacques, mais sa carte était sans cesse refusée. Elle m'a appelé, frustrée, me demandant si je savais quelque chose sur les plafonds de crédit et pourquoi sa carte ne fonctionnait pas. J'ai regardé son compte. Elle m'avait donné l'accès il y a des années pour l'aider à régler des frais frauduleux, et j'ai réalisé qu'elle était à son maximum et n'avait fait aucun paiement depuis 2 mois. Au lieu de lui expliquer tout le bazar, j'ai simplement ajouté ma carte comme méthode de paiement de secours pour cet achat unique. Sauf qu'elle ne l'a jamais retiré, et je n'en ai jamais parlé. Donc, pendant les 2 années suivantes, chaque fois que sa carte était refusée, les frais étaient automatiquement débités sur la mienne. Des paiements mensuels à des magasins où je n'étais jamais allé, des abonnements à des services dont je n'avais jamais entendu parler, même l'assurance auto quand elle avait oublié de mettre à jour ses informations de paiement. Maman pensait gérer son argent brillamment. Regardez comme tout semblait toujours s'arranger pour elle. Elle budgétisait les dépenses, et il y avait toujours juste assez de marge sur sa carte de crédit.
Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que cette juste assez de marge était en fait la totalité de ma limite de crédit soutenant ses habitudes de shopping. La situation de l'assurance maladie était probablement la plus ridicule. Quand j'ai obtenu mon emploi actuel, on m'offrait de très bons avantages, y compris la possibilité d'ajouter des membres de la famille à un tarif très réduit. Maman avait eu des difficultés avec son assurance individuelle. Franchise élevée, couverture limitée, se battant constamment avec eux pour les réclamations. Ce n'est que temporaire, lui ai-je dit quand je l'ai ajouté à ma police. Jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de mieux avec le travail de papa. C'était il y a 3 ans. Le travail de papa n'offre toujours pas de couverture pour le conjoint, et maman est toujours sur ma police, bénéficiant d'excellents soins de santé pour une fraction de ce qu'elle payait auparavant. Mais dans son esprit, ce n'est qu'un autre exemple de la façon dont les choses ont tendance à s'arranger pour elle. Chaque facture, chaque crise, chaque urgence financière qui aurait dû stresser ma famille jusqu'à la rupture, avait simplement disparu. Ils avaient commencé à considérer comme acquis que les problèmes se résolvaient d'eux-mêmes. C'est ça, le problème avec le fait d'être l'aide discrète. Quand vous le faites correctement, personne ne remarque que vous faites quoi que ce soit. Alors, quand j'ai finalement atteint mon propre creux financier et que j'ai demandé de l'aide pour la première fois dans ma vie d'adulte, je ne brisais pas seulement le schéma consistant à toujours être celle qui donnait. Je révélais exactement combien j'avais donné depuis le début. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Le lendemain matin de la performance de Noël de maman, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. Vous savez ce sentiment quand vous arrêtez enfin de vous battre contre quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler? C'était moi, allongé sur mon lit d'enfance à 6 heures du matin, fixant le plafond et me sentant étrangement paisible à propos de ce que j'étais sur le point de faire. J'ai préparé du café dans la cuisine de maman avec la machine sophistiquée que je lui avais achetée pour la fête des mères et qu'elle n'avait jamais appris à utiliser correctement, et je me suis assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable et mon téléphone. Il était temps pour un peu de ménage numérique. Première étape, le compte universitaire de Jacques. Je me suis connecté au portail de paiement et j'ai annulé les paiements automatiques que je faisais depuis 2 ans. Ensuite, j'ai envoyé un email poli au bureau de facturation demandant de me retirer complètement du compte et d'envoyer toute correspondance future directement à l'étudiant. Les circonstances familiales ont changé, ai-je écrit, ce qui était certainement vrai. Étape suivante, les factures de la maison. Électricité, eau, Internet, tout était toujours à mon nom, tout était configuré en paiement automatique depuis mon compte courant. J'ai méthodiquement annulé chaque paiement automatique et programmé les transferts de services au nom de mes parents. Les compagnies de services publics ont été efficaces. Apparemment, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. La situation de la carte de crédit nécessitait un peu plus de créativité. Je ne pouvais pas simplement retirer ma carte du compte de maman sans qu'elle ne le remarque immédiatement. J'ai donc appelé la banque et j'ai baissé ma limite de crédit à exactement 1 euro au-dessus du solde actuel. Chaque nouvelle charge serait refusée, et elle devrait trouver sa propre méthode de paiement. L'assurance maladie a nécessité un seul appel téléphonique. Je dois retirer une personne à charge de ma police, ai-je dit au coordinateur des avantages sociaux. La situation familiale a changé. Aucun problème, a-t-elle dit joyeusement. Le changement prendra effet à la fin de ce mois. Devrions-nous envoyer la lettre de résiliation à son adresse ou à la vôtre? La sienne, s'il vous plaît. Je lui ai donné l'adresse de maman et j'ai raccroché, imaginant son visage quand cette lettre arriverait dans quelques semaines. À 9 heures, j'avais systématiquement démantelé 6 ans de travail de marraine financière. Chaque système de soutien invisible que j'avais construit avait disparu. Chaque filet de sécurité que j'avais discrètement maintenu avait été retiré. Chaque problème que j'avais résolu sans reconnaissance était sur le point de redevenir leur problème. Et vous savez quoi? C'était incroyable. J'ai passé le reste de la matinée chez mes parents comme si rien ne s'était passé. J'ai aidé maman à nettoyer après la fête, les écouter rejouer le drame de la nuit précédente à quiconque voulait bien l'entendre, Lucie fait toute une histoire pour tout et j'ai même aidé papa à réparer une poignée desserrée sur leur porte d'entrée. Mais chaque tâche banale semblait différente maintenant. Je n'étais plus l'aidante de la famille. J'étais juste une fille rendant visite à ses parents. Quand maman a mentionné que la livraison d'épicerie arrivait plus tard et qu'elle avait oublié d'ajouter du lait à la commande, je n'ai pas offert d'appeler pour la modifier. Quand papa s'est plaint de la complexité de la nouvelle télécommande du câble, je n'ai pas offert de la programmer pour lui.
Tu es silencieuse aujourd'hui, a observé maman pendant que nous chargions le lave-vaisselle. Tu boudes encore pour hier soir? Je lui ai tendu une assiette à rincer. Non, je réfléchis. Bien. Je suis contente que tu prennes mes paroles à cœur. Parfois, il faut entendre des vérités difficiles pour grandir en tant que personne. J'ai hoché la tête et j'ai continué à charger les verres dans le lave-vaisselle. Tu as probablement raison. Elle semblait satisfaite de cette réponse. Crise évitée. Leçon apprise. Dynamique familiale restaurée à la normale. Sauf que la normale était sur le point de devenir très différente pour la famille Anderson. Le premier signe de trouble est arrivé plus vite que prévu. 2 jours après le nouvel an, Jacques m'a appelé au travail, la voix tendue de panique. Lucie, je viens de recevoir un email bizarre de l'université. Ils disent que mon compte est en retard et que je dois payer d'ici vendredi ou ils vont annuler mes cours. C'est étrange, ai-je dit, gardant ma voix neutre avec soin. As-tu appelé le bureau de facturation? Oui, et ils ont dit que mon plan de paiement a été annulé et que je dois maintenant la totalité du solde pour ce semestre, mais papa a dit qu'il s'occupait de mes frais de scolarité. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai ressenti une petite piqûre de culpabilité mais je l'ai écartée. Peut-être devrais-tu en parler à papa. J'ai essayé, mais il est bizarre à ce sujet. Il n'arrête pas de dire qu'il va regarder ça, mais Lucie, les cours commencent la semaine prochaine. S'il m'exclut, je perds ma place dans le programme. Le programme auquel Jacques faisait référence était un cours de certification informatique spécialisé qui n'avait lieu que 2 fois par an. Il en était enthousiaste depuis des mois, parlant de comment cela allait enfin lancer sa carrière. Perdre sa place signifierait attendre encore 6 mois. Et connaissant Jacques, il perdrait probablement toute motivation d'ici là. Pendant un instant, j'ai hésité. Il aurait été si facile d'appeler l'université et de rétablir le plan de paiement. Jacques n'aurait jamais eu à savoir à quel point il était proche du désastre, et je pourrais retourner à mon rôle de solutionneuse de problèmes invisibles. Mais ensuite, je me suis souvenu de la nuit de Noël. La voix de maman résonnant dans le salon. Tout ce que tu fais, c'est prendre, prendre, prendre. Les rires gênés de 20 proches qui m'ont vu me faire démolir et n'ont rien dit pour me défendre. Ça craint vraiment, Jacques, ai-je dit. J'espère que papa trouvera une solution. Attends, c'est tout? Tu ne vas pas m'aider? Sa voix est passée de la panique à l'indignation. Je veux dire, je sais que toi et maman avez eu votre truc à Noël, mais là, c'est mon éducation dont il s'agit. Ce truc? Comme si mon humiliation publique n'était qu'une petite querelle de famille qui ne devrait pas affecter son niveau de confort. Je suis sûr que ça va s'arranger, ai-je dit. Papa est plutôt débrouillard. Après avoir raccroché, je me suis assise sur ma chaise de bureau et j'ai attendu que la culpabilité m'envahisse. Jacques était mon petit frère, même s'il avait 28 ans et était parfaitement capable de gérer sa propre aide financière. Nous avions été proches enfants, et une partie de moi détestait l'idée qu'il souffre, mais la culpabilité n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années en ce qui concerne mes limites familiales. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous aimez faire les mêmes erreurs encore et encore, en les laissant faire parce que c'était plus facile que de les regarder échouer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieuse de savoir si je suis la seule à avoir été le filet de sécurité familiale pendant beaucoup trop longtemps. La beauté d'être l'aide invisible, c'est que lorsque vous arrêtez d'aider, il faut un certain temps pour que les gens le remarquent. C'est comme quand une machine tombe progressivement en panne, on ne réalise pas à quel point on en dépend jusqu'à ce que tout s'arrête en même temps. Janvier a été le mois où la vie de ma famille a commencé à s'effondrer au ralenti, et j'avais une place au premier rang pour le chaos. Cela a commencé par de petites choses. Maman m'a appelé le 3 janvier, confuse de savoir pourquoi sa boutique en ligne préférée refusait sa carte de crédit. C'est si bizarre, Lucie. Je sais qu'il y a de la marge sur cette carte, mais il continue de dire qu'il y a un problème. C'est bizarre, ai-je convenu. As-tu essayé d'appeler la compagnie de carte de crédit? Eh bien, non. Je pensais que tu saurais peut-être quoi faire. Tu es si doué avec ces trucs d'ordinateur. Je pense que les appeler directement est probablement ta meilleure option. Ils pourront te dire exactement ce qui ne va pas. Il y eut une pause. Dans l'ancien temps, c'était le moment où j'aurais proposé d'appeler pour elle ou de l'aider à trouver des méthodes de paiement alternatives ou simplement de gérer discrètement ce qu'elle essayait d'acheter.
Au lieu de cela, j'ai attendu. Oh, d'accord. Je suppose que je vais faire ça alors. Elle semblait sincèrement surprise que je ne saute pas pour résoudre son problème. Comme si l'idée ne lui était jamais venue qu'elle devrait gérer ses propres problèmes financiers. Le prochain appel est venu de papa le 8 janvier. Lucie, nous avons reçu cet avis de la compagnie d'électricité concernant le transfert du compte à nos noms. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Oui, je les ai appelés après Noël. Tous les services publics étaient toujours à mon nom depuis l'université, et j'ai pensé qu'il était temps de régler ça. Mais tout fonctionnait bien comme avant. Eh bien, maintenant ce sera à vos noms, comme il se doit. Vous devrez simplement configurer votre propre méthode de paiement avec eux. Encore une pause. Je pouvais presque l'entendre essayer de comprendre pourquoi c'était soudainement ma responsabilité. Sais-tu comment faire, a-t-il finalement demandé. Je suis sûr qu'ils vous guideront lorsque vous les appellerez. Ils sont assez serviables. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que la facture d'électricité était due dans 5 jours. Et s'ils ne mettaient pas en place de paiement d'ici là, leur courant serait coupé. L'ancienne Lucie leur aurait donné un calendrier détaillé et des instructions étape par étape. La nouvelle Lucie pensait qu'ils étaient des adultes qui pouvaient lire leur propre courrier. La crise de scolarité de Jacques a atteint son paroxysme le 12 janvier lorsqu'il m'a appelé en pleurant. En larmes, parce que l'université l'avait retiré de ses cours. Papa ne cesse de dire qu'il va s'en occuper, mais il n'a rien fait. Lucie, j'ai 28 ans et je pleure pour l'inscription à l'université comme si j'avais 18 ans. C'est humiliant. Cela semble vraiment frustrant, ai-je dit. Frustrant? Lucie, tout mon plan de carrière vient de s'effondrer parce que papa a menti sur la prise en charge de mes frais de scolarité. A-t-il menti ou n'a-t-il simplement pas donné suite? Quelle est la différence? Je suis foutu dans les deux cas. La voix de Jacques s'est brisée. Écoute, je sais que toi et maman ne vous parlez pas ou quoi que ce soit, mais ne peux-tu pas juste m'aider cette fois-ci? Je te jure que je te rembourserai dès que j'aurai un travail. L'ancienne moi aurait pu céder à ce stade. Jacques semblait sincèrement désespéré et il faisait des promesses de me rembourser, même s'il ne m'avait jamais remboursé quoi que ce soit de sa vie. Mais j'ai repensé à Noël. Pas seulement à l'humiliation publique de maman, mais à Jacques assis sur le canapé, ricanant quand elle m'a traité de parasite. Il avait ri de mes dépens, et maintenant il voulait que je le sauve de la même irresponsabilité financière qui m'avait valu d'être étiquetée comme une profiteuse en premier lieu. Jacques, je ne peux vraiment pas pour l'instant. Mes finances sont assez serrées après les fêtes. Ce qui était vrai. J'avais juste arrêté de payer pour la moitié de leurs dépenses domestiques. Mais c'est différent. C'est mon avenir. Je comprends que ça te semble urgent, mais je ne peux vraiment pas aider pour l'instant. Peut-être y a-t-il d'autres options que tu pourrais explorer. Prêt étudiant ou plan de paiement ou même un travail à temps partiel pour couvrir les frais. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, a-t-il dit finalement. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Tout ce que cette famille a fait pour moi. Comme quoi? L'humiliation publique? S'attribuer le mérite de mes réussites? Ignorer mes problèmes tout en exigeant que je résolve les leurs. Je suis désolé que tu traverses ça, Jacques. J'espère vraiment que ça va s'arranger. Après avoir raccroché, j'ai ressenti cette même paix étrange que j'avais éprouvée le matin de Noël. Pas le bonheur exactement, mais un profond soulagement d'être enfin sorti de l'entreprise de gérer la vie des autres. La situation des courses a fourni un divertissement inattendu. Maman s'était habituée à se faire livrer des courses 2 fois par semaine, un service qui coûtait environ 60 € de plus par mois, mais qui lui évitait d'avoir à gérer la foule et les sacs lourds. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je payais le service de livraison depuis plus d'1 an. Quand sa première commande a été annulée pour des problèmes de paiement, elle a appelé l'épicerie pour se plaindre. Selon Mélissa, qui a entendu toute l'histoire de seconde main, maman a passé 20 minutes à se disputer avec le service client sur le fait qu'elle était une cliente fidèle et exigeant qu'il corrige n'importe quel bug informatique causant le problème. Il continuait à lui dire que le service de livraison nécessitait une méthode de paiement séparée et elle insistait sur le fait que cela avait toujours fonctionné auparavant. Mélissa m'a raconté ça quand elle m'a appelé pour les potins de famille. Elle était si confuse de savoir pourquoi on lui demandait soudainement de payer un supplément pour quelque chose qui était auparavant inclus. C'est bizarre, ai-je dit. Je me demande pourquoi la politique a changé.
Mélissa a marqué une pause. Lucie, tu n'as rien à voir avec la situation de livraison d'épicerie de maman, n'est-ce pas? Pourquoi aurais-je quelque chose à voir avec les courses de maman? Je ne sais pas. Cela semble juste être une drôle de coïncidence que tous ces problèmes de facturation aléatoires surviennent juste après ta dispute de Noël. J'ai gardé une voix innocente. Les problèmes de facturation arrivent tout le temps, surtout après les fêtes quand les comptes des gens sont mélangés. Mais je pouvais entendre la suspicion dans la voix de Mélissa. Contrairement à Jacques, qui ne prêtait attention à rien qui ne l'affectait pas directement, Mélissa commençait à remarquer des schémas, ce qui signifiait que le reste de la famille commencerait bientôt à le remarquer aussi. À la 3e semaine de janvier, la famille Anderson vivait dans un état de panique financière de bas niveau, et ils ne savaient toujours pas pourquoi. C'était devenu une chose où chaque appel téléphonique familial se transformait en une litanie de problèmes mystérieux que personne ne pouvait expliquer. L'Internet de maman était déconnecté, même si elle était sûre d'avoir payé la facture. Papa n'arrivait pas à comprendre pourquoi leur service de streaming ne fonctionnait pas. Jacques était toujours sans logement à cause de son programme universitaire et avait commencé à prendre des quarts dans un café pour essayer de rassembler l'argent des frais de scolarité. La bombe de l'assurance maladie est tombée le 22 janvier. J'étais au travail, plongé dans une feuille de calcul qui importait réellement pour ma propre vie pour une fois, quand mon téléphone a sonné. Lucie Anderson s'est affichée à l'écran. Les coordonnées de maman, que je n'avais jamais pris la peine de changer pour quelque chose de plus personnel. Lucie, je viens de recevoir la lettre la plus étrange d'une compagnie d'assurance. La voix de maman était tendue de confusion et du début de la panique. Ils disent que ma couverture santé est résiliée à la fin du mois, mais cela n'a aucun sens. Je suis avec cette compagnie depuis des années. J'ai minimisé ma feuille de calcul et me suis penché en arrière sur ma chaise. Cela semble étrange. De quelle compagnie s'agit-il? Elite Healthcare Solutions, le fournisseur d'assurance maladie de mon entreprise, celui que j'utilisais pour couvrir ses frais médicaux depuis 3 ans. La lettre disait-elle pourquoi il résiliait votre couverture, ai-je demandé. Quelque chose à propos d'un changement de statut d'emploi pour le titulaire principal de la police. Mais ça n'a pas de sens non plus parce que je ne travaille même pas là-bas. Ça doit être une erreur. J'ai pu entendre le froissement de papier, probablement en relisant la lettre et en devenant plus confuse à chaque mot. As-tu essayé de les appeler pour demander? Eh bien, non. Je pensais que tu saurais peut-être quoi faire. Tu es si doué pour ce genre de choses. C'était encore là. L'hypothèse automatique que j'allais réparer quel que soit le problème apparu dans sa vie. Même maintenant, même après Noël, son premier réflexe était toujours d'externaliser ses responsabilités vers moi. Maman, si quelqu'un utilise tes informations personnelles pour une fraude à l'assurance, tu dois absolument les appeler directement. Je ne saurais rien d'une compagnie dont tu n'as jamais entendu parler. Mais si ce n'est pas de la fraude? Et si, d'une manière ou d'une autre, mon assurance réelle a été annulée par accident? Lucie, j'ai une mammographie prévue la semaine prochaine. Et si je n'ai pas de couverture? La peur réelle dans sa voix a tiré sur quelque chose dans ma poitrine. Maman avait 62 ans et la mammographie faisait partie du dépistage régulier qu'elle faisait depuis que sa sœur était morte d'un cancer du sein il y a 5 ans. La manquer signifierait des mois d'anxiété avant qu'elle ne puisse le reprogrammer. Pendant un instant, j'ai envisagé de lui dire la vérité, qu'elle était sur mon assurance depuis des années, que je couvrais ses frais médicaux parce que je voulais qu'elle ait de bons soins de santé. Que la lettre de résiliation mystérieuse était le résultat de mon retrait de ma police après Noël. Mais ensuite, j'ai pensé à comment cette conversation se déroulerait. Maman serait reconnaissante pendant environ 30 secondes avant de passer à l'indignation sur les raisons pour lesquelles je ne lui ai pas dit plus tôt. Puis elle serait en colère que je l'ai mise dans cette situation en retirant la couverture. Finalement, elle trouverait un moyen de faire en sorte que ce soit ma faute qu'elle doive maintenant trouver sa propre assurance. J'avais vu ce schéma trop de fois auparavant. Toute aide que je fournissais devenait rétroactivement quelque chose que je lui devais. Tout problème résultant de mon manque d'aide devenait ma responsabilité de résoudre. Maman, je suis sûr que ce n'est qu'un problème de paperasse, ai-je dit. Ces compagnies d'assurance font des erreurs tout le temps. Appelez-les demain et faites clarifier les choses. Si c'est vraiment une fraude, ils vous aideront à comprendre quoi faire. Mais qu'en est-il de mon rendez-vous la semaine prochaine? Tu pourrais appeler le cabinet de ton médecin et expliquer la situation. Il pourrait peut-être travailler avec toi sur le paiement ou t'aider à reprogrammer si nécessaire.
Encore une longue pause. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau lutter pour accepter l'idée qu'elle devrait gérer cela elle-même. Lucie, je ne comprends pas ce qui se passe. D'abord les problèmes de carte de crédit, puis la livraison d'épicerie, maintenant cette histoire d'assurance. C'est comme si tout s'effondrait en même temps. Cela semble stressant, ai-je convenu. Peut-être que papa pourrait t'aider à passer certains de ces appels? Ton père? La voix de maman a monté d'une octave. Lucie, ton père sait à peine utiliser le micro-ondes. Tu penses qu'il va comprendre l'assurance maladie? Il a réussi à comprendre les avantages sociaux de son propre travail, ai-je fait remarquer. Je suis sûr qu'il peut gérer un appel téléphonique. Ce qui a suivi, ce furent 10 minutes où maman expliquait pourquoi papa était inutile avec les papiers, pourquoi elle ne pouvait absolument pas naviguer seule dans la bureaucratie de l'assurance, et pourquoi tout cela était si accablant pour quelqu'un de son âge. C'était un cours de maître en impuissance apprise. Je ne sais vraiment pas quoi faire, a-t-elle conclu avec un soupir dramatique. Je suis sûr que tu trouveras une solution, ai-je dit. Tu es plus capable que tu ne le penses. Après avoir raccroché, je me suis assise sur ma chaise de bureau et j'ai fixé le plafond. La culpabilité était là cette fois, vive et insistante. La mammographie de maman était importante. Ses préoccupations de santé étaient légitimes. Allais-je vraiment laisser sa santé être mise en danger à cause de ma colère concernant Noël? Mais ensuite, j'ai pensé aux 3 années de prime d'assurance. 3 années de franchise et de quote-part et de frais de pharmacie que j'avais couverts sans jamais être remercié parce qu'elle ne savait même pas que je les couvrais. 3 années où elle se vantait auprès de ses amis de son excellente couverture santé sans mentionner que sa fille payait la facture. Plus important encore, j'ai pensé au fait qu'elle était une femme adulte avec un mari et 2 autres enfants adultes. Il n'y avait aucune raison pour que ces soins de santé soient ma responsabilité, surtout lorsqu'elle ne savait même pas que je les fournissais. Maman trouverait une solution à son problème d'assurance parce qu'elle devrait le faire. Papa apprendrait à l'aider avec les papiers parce qu'il devrait le faire. Jacques trouverait un moyen de payer pour sa propre éducation parce qu'il devrait le faire. Et moi, j'apprendrais ce que ça fait d'avoir une famille qui me voit comme une fille et une sœur au lieu d'un service de résolution de problèmes. La transition a été plus désordonnée que je ne l'avais prévu, mais elle a été plus libératrice que je n'osais l'espérer. Février a été le mois où tout a culminé, et cela a commencé par la coupure de courant. J'étais au travail un mardi matin quand Mélissa m'a appelé. Sa voix tendue de panique. Lucie, il y a quelque chose qui ne va pas avec la maison de maman et papa. Je suis passé déposer des photos de Noël et il n'y a pas de courant. Aucune lumière ne fonctionne. La porte de garage ne s'ouvre pas. Rien. As-tu vérifié s'il y avait une panne de courant dans le quartier, ai-je demandé, bien que je sache exactement ce qui s'était passé. Je savais comment papa était avec les appels téléphoniques. Il préférait nettoyer les gouttières sous un orage plutôt que de passer 10 minutes en attente avec le service client, ce qui expliquait pourquoi la facture d'électricité était restée sur leur comptoir de cuisine pendant 3 semaines alors qu'il supposait que quelqu'un d'autre s'en occuperait. As-tu appelé, ai-je demandé. Qui appelait? Maman et papa. Ils sont tous les deux au travail. Et papa ne répond pas à son téléphone pendant la journée de toute façon. Appelez la compagnie d'électricité. Il y eut une pause. Eh bien, non. Je pensais que tu saurais peut-être quoi faire en premier. Tu es doué pour ces choses. Même Mélissa, qui était généralement la plus autonome de mes frères et sœurs, avait par défaut fait de moi le point de contact pour la crise de nos parents. C'était comme regarder une famille d'adultes régresser à l'enfance dès qu'un problème exigeait un réel effort pour être résolu. Mais, si leur courant a été coupé, c'est probablement à cause d'un paiement manqué. Papa devrait les appeler directement pour comprendre ce qui s'est passé. Mais si c'était quelque chose de plus grave? Et s'il y avait un problème avec leur système électrique ou si quelqu'un avait oublié de transférer le compte comme il se doit? Elle fouillait, essayant de savoir si Jean savait plus que ce que je laissais entendre. Mélissa avait toujours été la plus intelligente des 3 enfants, et elle commençait certainement à relier les points. Je suppose que papa le saura quand il les appellera, ai-je dit. Y a-t-il autre chose pour laquelle je peux t'aider? Encore une pause. Plus longue cette fois. Lucie, ça va? Tu agis de façon vraiment bizarre depuis Noël. Distante. Distante. C'était une façon de le dire.
Une autre façon serait de ne plus permettre à une famille d'adultes d'éviter leurs propres responsabilités. Je vais bien, Mel. Juste occupé par le travail et essayant de régler mes propres finances. Tu sais comment c'est. En fait, je ne sais pas comment c'est parce que tu ne parles jamais de tes finances ou de ton travail ou de ce qui t'arrive vraiment. Sa voix s'adoucit. Écoute, je sais que maman a été dure avec toi à Noël, mais ça ne veut pas dire que tu dois nous couper la parole à tous. Le truc avec Mélissa, c'est qu'elle avait toujours été la plus raisonnable. Elle était allée à l'université, avait trouvé un bon travail, avait épousé un homme correct et gérait sa vie comme une adulte fonctionnelle. Elle n'avait jamais eu besoin du même niveau d'aide que Jacques et mes parents exigeaient, ce qui signifiait qu'elle n'avait jamais vraiment compris à quel point j'aidais tout le monde. Je ne coupe pas le dialogue avec qui que ce soit, ai-je dit. J'arrête juste d'intervenir pour résoudre des problèmes qui ne sont pas les miens. C'est de ça qu'il s'agit ? Parce que je ne t'ai jamais demandé de résoudre mes problèmes. Tu as raison. Tu ne l'as pas fait, mais Jacques l'a fait. Et maman et papa aussi. Et d'une manière ou d'une autre, je suis devenu la personne de référence pour chaque crise, chaque facture, chaque appel téléphonique gênant qui devait être passé. Les mots sont sortis plus brusques que je ne l'avais prévu. Lucie. La voix de Mélissa était prudente maintenant, comme si elle parlait à quelqu'un qui pourrait s'enfuir à tout moment. Et voilà. La question que j'attendais que quelqu'un pose depuis 3 semaines. Ça n'a pas d'importance maintenant, ai-je dit. Mais Mel, tu devrais probablement aller là-bas après que papa soit rentré et t'assurer qu'il appelle la compagnie d'électricité. Ils pourront remettre le courant une fois qu'il aura réglé le paiement. Comment sais-tu que c'est une question de paiement ? Parce que les compagnies d'électricité ne coupent généralement pas l'électricité pour s'amuser. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Mais je savais que la conversation n'était pas terminée. Mélissa était comme un chien avec un os quand quelque chose n'avait pas de sens. Et la série soudaine de problèmes coïncidents de ma famille n'avait décidément aucun sens. L'appel que j'attendais est arrivé 2 heures plus tard. Le numéro de papa cette fois. Lucie, j'ai besoin d'aide pour comprendre quelque chose. Sa voix était fatiguée de la manière qui signifiait qu'il avait passé toute sa pause déjeuner en attente avec le service client. Je viens de raccrocher avec la compagnie d'électricité et ils disent que notre compte était en retard de 3 mois avant qu'ils ne nous coupent. Mais ça n'a pas de sens. Cette facture arrive à la maison et je la donne toujours à ta mère pour qu'elle s'en occupe. As-tu demandé à maman à ce sujet ? J'ai essayé, mais elle est en réunion tout l'après-midi. Lucie, ils veulent près de 400 € pour remettre le courant. 400 €? Comment une facture d'électricité peut-elle atteindre un tel montant ? Je pouvais entendre la confusion sincère dans sa voix. Papa avait été élevé à une époque où les factures étaient prévisibles et gérables, où un paiement de service public de 100 € était une crise digne d'être discutée. L'idée que sa facture d'électricité accumulait des frais de retard et de reconnexion depuis des mois était probablement un choc sincère. Cela semble beaucoup, ai-je convenu. Ont-ils expliqué comment le compte a pris tant de retard ? Ils ont dit que les paiements avaient cessé en novembre et qu'ils avaient envoyé des avis de déconnexion en décembre et janvier. Mais Lucie, je n'ai jamais vu d'avis de déconnexion. Et ta mère jure qu'elle l'a payé. Novembre. C'était le moment où j'avais transféré tous les services publics à leur nom, mais j'avais oublié qu'ils auraient besoin de configurer de nouvelles méthodes de paiement. J'avais été tellement concentré sur le retrait de mes comptes que je n'avais pas considéré le fossé entre l'annulation de mon paiement automatique et eux qui trouvaient comment gérer leurs propres factures. L'ancienne moi se serait sentie terrible à propos de cet oubli. La nouvelle moi a réalisé que 3 mois était amplement le temps pour 2 adultes fonctionnels de trouver comment payer une facture d'électricité. Peut-être que les avis se sont perdus dans le courrier, ai-je suggéré, ou classés quelque part par accident. Peut-être. Papa semblait sceptique. Lucie, je déteste demander ça, mais y a-t-il un moyen pour que tu nous aides avec ce paiement ? Juste jusqu'à ce que je puisse comprendre ce qui n'a pas fonctionné avec notre système. Voilà. La demande à laquelle je m'attendais depuis le matin de Noël. Après des semaines de problèmes financiers mystérieux, après l'humiliation publique, après des années de soutien invisible ingrat, la solution de ma famille était toujours de me demander de l'argent. Papa, je ne peux vraiment pas pour l'instant. Mes propres finances sont assez serrées, ce qui devenait de plus en plus vrai chaque jour puisque je ne payais plus par réflexe pour tout ce qui allait mal dans leur vie. Mais Lucie, nous sommes assis dans une maison sombre. La nourriture dans le réfrigérateur va se gâter.
L'oxygénateur de ta mère a besoin d'électricité pour fonctionner. L'oxygénateur était une nouvelle information, et elle m'a frappé comme un coup physique. Maman avait développé des problèmes respiratoires pendant les fêtes. Rien de grave, mais son médecin avait prescrit de l'oxygène supplémentaire pour une utilisation nocturne. Sans courant, elle ne pouvait pas utiliser la machine. C'était exactement le genre de détail qui me faisait remettre en question tout ce que je faisais. Allais-je vraiment laisser la santé de ma mère souffrir parce que j'imposais un point sur la dynamique familiale? Mais ensuite, j'ai pensé aux 3 derniers mois. 3 mois d'avis de déconnexion que mes parents avaient apparemment ignorés ou égarés. 3 mois où ils auraient pu m'appeler ou appeler Jacques ou Mélissa pour demander de l'aide pour comprendre leur situation de facturation. 3 mois où ils auraient pu mettre en place un plan de paiement ou demander de l'aide à la compagnie d'électricité ou prendre n'importe laquelle des mesures pour prévenir cette crise. Au lieu de cela, ils avaient apparemment décidé que les factures étaient du ressort de maman, que maman s'en occupait, et qu'ils n'avaient pas besoin d'y penser jusqu'à ce que le courant soit effectivement coupé. Papa, as-tu examiné les programmes d'aide au paiement? La plupart des compagnies de services publics ont des options pour les personnes en difficulté financière. Lucie, je n'ai pas le temps de rechercher des programmes. J'ai besoin de remettre le courant ce soir. Et Jacques et Mélissa? As-tu essayé de leur demander de l'aide? Encore une longue pause. Jacques n'a pas cet argent en ce moment. Et Mélissa vient d'acheter une maison. Nous ne pouvons pas lui demander de vider ses économies pour notre erreur. Mais il pouvait me demander de vider les miennes, même après Noël. Même après avoir été traité de parasite devant toute la famille, j'étais toujours leur premier appel quand il fallait de l'argent. Papa, je suis vraiment désolé pour la situation, mais je ne peux vraiment pas aider pour l'instant. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Le silence qui a suivi a été le plus long que nous ayons jamais partagé. Je pouvais entendre sa respiration, probablement en train d'essayer de trouver quoi dire à une fille qui refusait de sauver la famille d'une crise. Lucie, a-t-il dit finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et ta mère à Noël, mais ce n'est pas toi. Tu as toujours été celle sur qui nous pouvions compter. Toujours été celle sur qui il pouvait compter. Ou toujours été généreuse avec la famille. Toujours été celle sur qui il pouvait compter pour réparer leurs problèmes afin qu'il n'ait pas à le faire. Peut-être est-il temps pour vous de compter sur vous-même, ai-je dit doucement et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, Mélissa a rappelé. Lucie, qu'est-ce qui se passe putain? Que veux-tu dire? Je veux dire, maman et papa sont assis dans une maison sombre avec 400 € de facture d'électricité qu'ils prétendent n'avoir jamais vue. Jacques a été retiré de son programme universitaire à cause d'un mystérieux problème de paiement, et tu agis comme si tout cela n'avait rien à voir avec toi. J'ai pris une profonde inspiration. Ça n'a rien à voir avec moi. La voix de Mélissa était vive maintenant. Lucie, j'ai réfléchi à ça tout l'après-midi. Tous ces problèmes ont commencé juste après Noël, juste après la petite performance de maman devant tout le monde. Ce ne sont pas des coïncidences. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise, Mel. Je veux que tu me dises la vérité. Payais-tu leurs factures avant ça? La question est restée suspendue dans l'air entre nous. Simple, direct, impossible à dévier. Certaines d'entre elles, ai-je dit finalement. Lesquelles? Ça n'a pas d'importance maintenant, Lucie. La voix de Mélissa était calme, mais il y avait toujours une nuance. Lesquelles? J'ai fermé les yeux et j'ai senti 6 années de travail invisible se condenser en un seul moment de reconnaissance. La plupart d'entre elles. La plupart d'entre elles, ai-je répété, et j'ai entendu le halètement de Mélissa. Lucie. Sa voix était calme maintenant, comme si elle parlait à quelqu'un qui avait soutenu le monde sans que personne ne le remarque. Combien de temps? Environ 6 ans. 6 ans? Lucie, qu'est-ce que? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? J'ai ri, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour là-dedans. Quand exactement étais-je censé en parler? Au dîner de famille où tout le monde parlait de la façon dont Jacques était irresponsable, ou de la difficulté des choses pour maman et papa. Et, au fait, c'est moi qui fais que vos lumières restent allumées. Mais 6 ans de facture, Lucie, c'est des milliers d'euros. Essayez des dizaines de milliers. Le chiffre semblait étrange, dit à voix haute. Je n'avais jamais calculé le total, probablement parce que je savais que cela me mettrait en colère. Électricité, eau, Internet, les frais de scolarité de Jacques,
l'assurance maladie de maman, ses paiements par carte de crédit, même le service de livraison d'épicerie. Mélissa est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel était tombé. Mel, tu es là. Oui. Je suis là. Je suis juste en train de digérer. Encore une pause. Lucie, pourquoi? Pourquoi aurais-tu fait tout ça sans rien dire à personne? C'était une question juste et une que je me posais depuis des semaines. Pourquoi avais-je assumé tranquillement le rôle de marraine financière de la famille? Quand le fait d'aider de temps en temps s'était-il transformé en subventionnement de tout leur style de vie? Ça a commencé petit, ai-je dit. Les frais de scolarité de Jacques étaient censés être temporaires. La facture d'électricité était juste pour un mois quand papa était sans travail. La carte de crédit de maman était censée être unique quand la sienne était refusée, mais ça n'est pas resté petit. Non, ça ne l'est pas. Et au moment où j'ai réalisé combien je faisais, il semblait trop tard pour arrêter. Il comptait sur de l'argent qu'il ne savait pas recevoir. Si je m'étais retiré soudainement, tout se serait effondré. Comme ça s'effondre maintenant. Oui, comme ça s'effondre maintenant. Mélissa a soupiré. Lucie, je n'en savais rien. Aucun de nous n'en savait rien. Quand maman t'a traité de parasite à Noël. Elle s'est interrompue. Quand maman m'a traité de parasite, je payais littéralement l'éducation de Jacques, son assurance maladie, et la moitié de leur facture domestique. L'ironie ne m'avait pas échappé. Mon Dieu, ça a dû être horrible d'être assise là à l'écouter dire ces choses alors que tu faisais tant pour tout le monde. C'était horrible. Et pas seulement à cause de l'injustice. C'était horrible parce que cela m'a montré exactement comment ma famille me voyait, comme quelqu'un qui leur prenait, et non comme quelqu'un qui donnait. Mon aide avait été si invisible que ma propre mère croyait sincèrement que je ne contribuais en rien à la famille. Alors, que se passe-t-il maintenant, demandait Mélissa. Vont-ils perdre la maison? Je ne sais pas. Ce sont des adultes, Mel. Ils trouveront une solution. Vont-ils, vraiment? Lucie, papa a passé 2 heures à essayer de comprendre sa facture d'électricité aujourd'hui. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait des frais de retard. Maman m'a appelé en pleurant parce qu'elle est convaincue que l'histoire de l'assurance est un vol d'identité. Ils ne sont pas équipés pour gérer ces choses. Alors peut-être apprendront-ils à l'être. Ou peut-être s'attendront-ils simplement à ce que tu règles tout à nouveau quand les choses deviendront assez graves. Et il y avait cette peur réelle que mes parents attendent que la situation devienne vraiment désespérée, courant coupé. Assurance annulée, Jacques retiré de l'école, puis qu'il m'appelle en sanglotant, me demandant comment j'avais pu laisser cela arriver à la famille. Qu'ils trouveraient un moyen de transformer leur crise en ma responsabilité. Je ne peux pas revenir en arrière, à ce qui se passait avant, ai-je dit. Même si je le voulais, je ne vais pas recommencer à payer pour la vie des autres. Mais Lucie, y a-t-il un terrain d'entente ici? Un moyen de les aider à faire la transition sans que tout s'effondre? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires. Lucie va-t-elle s'aider et aider sa famille? Ou va-t-elle maintenir ses limites quoi qu'il arrive? La question est restée suspendue entre nous. Une partie de moi voulait croire qu'il y avait un terrain d'entente, un moyen d'aider ma famille à apprendre à être indépendante sans les regarder s'écraser. Mais la plus grande partie de moi savait que toute aide que j'offrirais deviendrait immédiatement la nouvelle norme. Ma famille ne faisait pas de transition graduelle. Elle faisait de la dépendance. Mel, laisse-moi te demander quelque chose. Pendant toutes les années où tu m'as connu, as-tu déjà vu maman ou papa ou Jacques prendre la responsabilité d'une erreur sans essayer d'en faire le problème de quelqu'un d'autre? Elle est restée silencieuse un instant. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Quand Jacques a abandonné l'université la première fois, qui était le fautif? Ses professeurs étaient trop durs avec lui. La deuxième fois, le service d'aide financière a gâché ses papiers. La troisième fois, il traversait beaucoup d'émotions après sa rupture. Et quand la voiture de maman a été saisie il y a 2 ans. Mélissa a soupiré. Elle. Banque a fait une erreur dans son calendrier de paiement même si elle avait manqué 4 mois de paiement. Lucie. Et quand papa a été renvoyé de son travail dans la construction, son superviseur lui en voulait même s'il arrivait en retard et s'excusait d'être malade 2 fois par semaine. D'accord, je vois ton point. Mais ça ne veut pas dire qu'on devrait simplement les abandonner. Je ne les abandonne pas.
Je leur permets d'être responsables de leur propre vie pour la première fois depuis des années. Après avoir raccroché avec Mélissa, je me suis assise dans mon appartement et j'ai essayé d'imaginer ce que ma famille traversait. Papa probablement en train de faire les 100 pas dans la maison essayant de comprendre comment payer une facture d'électricité qu'il ne comprenait pas. Maman appelant tout ce qu'elle connaissait pour se plaindre de problèmes d'assurance mystérieux. Jacques travaillant dans des cafés et blâmant tout le monde sauf lui-même pour sa crise éducative. Pendant 6 ans, j'avais été le filet de sécurité invisible qui les empêchait d'avoir à faire face aux conséquences de leurs propres choix. J'avais été si doué pour résoudre leurs problèmes discrètement qu'ils avaient oublié que les problèmes étaient les leurs à résoudre. Maintenant, ils allaient recevoir un cours intensif sur la responsabilité adulte, qu'ils le veuillent ou non. Les semaines suivantes ont été comme regarder un accident de train au ralenti. Si les accidents de train vous faisaient vous sentir à la fois coupable et justifié, Jacques a été le premier à craquer. Il s'est présenté à mon appartement un vendredi soir, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte pour trouver mon petit frère, bien qu'à 28 ans, l'appeler le petit soit plus une habitude qu'une précision, debout dans mon couloir avec des sacs d'épicerie à ses pieds. J'ai apporté du chinois, a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Puis j'entrais. Je me suis écarté et je l'ai regardé transporter sac après sac de plats à emporter dans ma cuisine. Porc aigre doux, bœuf au brocoli, riz frit, rouleau de printemps. Assez de nourriture pour une réunion de famille. Jacques, ça doit faire au moins 60 € de nourriture. Je sais. Je voulais m'assurer que j'avais quelque chose que tu aimerais. Il évitait le contact visuel, occupé à déballer les contenants avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui essaie de ne pas faire une dépression. Je pensais qu'on pourrait manger et parler. Parler de quoi? Il m'a finalement regardé et j'ai pu voir l'épuisement dans ses yeux. Lucie, je travaille 60 heures par semaine entre 2 emplois pour essayer d'économiser de l'argent pour les frais de scolarité. Je dors sur le canapé de Mike parce que je ne peux pas me permettre mon propre logement. Je n'ai mangé que des ramen et des barres énergétiques depuis 3 semaines. Cela semble vraiment difficile. C'est difficile. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Et je peine à faire une entaille dans ce que je dois. Il s'est affalé sur l'une de mes chaises de cuisine. Mais tu sais ce qui est bizarre? J'ai mis du riz frit sur 2 assiettes et j'ai attendu. Je suis en fait fier de moi. Pour la première fois depuis des années, je gère mes propres problèmes. Je n'appelle pas papa à chaque fois que quelque chose va mal. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un d'autre corrige mes erreurs. Il a picoré sa nourriture. Je n'ai jamais réalisé à quel point je dépendais des autres jusqu'à ce que je doive arrêter. C'est une bonne réalisation à avoir. Lucie, je n'ai jamais non plus réalisé à quel point tu faisais pour moi. Pour nous tous. Voilà. La conversation que j'attendais depuis janvier. Mélissa t'a parlé. Elle vous a parlé à tous de mes paiements de scolarité, des factures, de tout. Jacques s'est frotté le visage avec ses mains. Mon Dieu, Lucie, mes frais de scolarité ont dû te coûter des milliers d'euros à eux seuls. Et je ne t'ai même jamais remercié parce que je ne savais pas que tu le faisais. Tu n'étais pas censé le savoir. C'était un peu le but. Mais pourquoi? Pourquoi payer pour mon éducation sans me le dire? J'ai réfléchi à comment expliquer cela sans paraître ni martyr ni amer. Parce que je voulais que tu réussisses. Et je pouvais voir que le problème d'argent était la seule chose qui te bloquait. Il semblait plus facile de m'en occuper discrètement que d'en faire un grand drame familial. Plus facile pour qui? Pour tout le monde. Tu n'avais pas à stresser. Papa n'avait pas à admettre qu'il ne pouvait pas se le permettre. Et je n'avais pas à te regarder abandonner quelque chose d'important. Jacques a hoché la tête lentement. Mais ce n'était pas plus facile pour toi. Non, ce n'était pas plus facile pour moi. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Le chinois était bon. Jacques s'était souvenu que j'aimais les légumes supplémentaires et détestais le MSG. Et c'était bizarre d'être assis en face de mon frère en ayant une vraie conversation sur les sentiments et les conséquences. Lucie, je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête avec moi, d'accord? Es-tu un jour prête à nous pardonner pour Noël? La question m'a prise au dépourvu. Je m'attendais à ce qu'il demande de l'argent ou de l'aide pour sa situation actuelle ou des conseils sur la façon de parler à nos parents. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parle de pardon. Jacques, il ne s'agit pas de pardon. Alors, de quoi s'agit-il?
J'ai posé ma fourchette et j'ai regardé mon frère. L'ai vraiment regardé. Son visage était plus mince qu'il y a 6 mois, probablement à cause du régime ramen. Ses vêtements étaient froissés parce qu'il dormait sur un canapé. Ses mains avaient des callosités à cause du travail manuel qu'il faisait pour payer ses factures. Mais ses yeux étaient différents, plus clairs d'une certaine manière. Comme s'il voyait réellement le monde autour de lui au lieu de simplement flotter à travers lui, attendant que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Il s'agit de respect, ai-je dit finalement. Pendant 6 ans, j'ai aidé cette famille d'une manière que personne n'a jamais reconnue. Et la première fois que j'ai eu besoin d'aide, la première fois que j'ai demandé du soutien au lieu d'en donner, maman s'est levée devant 20 personnes et m'a traité de parasite. Elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas parce qu'elle n'a jamais pris la peine de le savoir. Aucun de vous ne le savait. Vous avez tous simplement supposé que les factures se payaient d'elles-mêmes, que les problèmes se résolvaient d'eux-mêmes. Que Lucie s'occuperait de ce qui devait être fait. Ma voix montait malgré mes efforts pour rester calme. As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'être invisible pour ta propre famille? Jacques est resté silencieux un long moment. Non, a-t-il dit finalement. Mais je commence à comprendre ce que c'est que de gérer mes propres problèmes. Et Lucie, c'est effrayant à mourir. Oui, ça l'est. C'est comme ça que tu t'es senti tout ce temps? Effrayé et seul et responsable de tout? J'y ai réfléchi. Pas effrayé exactement, mais définitivement seul et définitivement responsable de tout. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Mais c'est comme ça que les choses étaient. Jacques a poussé sa nourriture dans son assiette. Alors, que se passe-t-il maintenant? Est-ce que nous n'avons juste plus de famille? Jacques, nous dînons ensemble. Nous parlons de vraies choses au lieu de seulement des choses superficielles. Nous nous traitons comme des adultes capables de gérer des conversations difficiles. Cela ressemble plus à de la famille que tout ce que nous avons fait depuis des années. Mais qu'en est-il de maman et papa? Qu'en est-il d'eux? Ils ont des difficultés, Lucie. De vraies difficultés. Papa a travaillé des heures supplémentaires pour essayer de rattraper les factures. Et maman nettoie des maisons d'autres personnes pour gagner de l'argent supplémentaire. Elle a 62 ans et elle frotte des toilettes parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leurs factures d'électricité. La culpabilité m'a frappé comme un coup physique. Maman nettoyant des maisons, papa travaillant des heures supplémentaires avec un mauvais dos. Mes parents, qui avaient élevé 3 enfants et travaillé dur toute leur vie, réduits soudainement à se débattre pour l'argent afin de garder les lumières allumées. C'est terrible, ai-je dit. Je suis désolé qu'ils traversent cela, mais tu ne vas pas les aider, Jacques. J'ai aidé les autres pendant 6 ans. Ils ne le savaient juste pas. Alors aide-les maintenant qu'ils savent qu'ils en ont besoin. J'ai regardé mon frère assis dans ma cuisine. Entouré de plats à emporter qu'il ne pouvait probablement pas se payer, me demandant de sauver les mêmes parents qui m'avaient humilié il y a 3 mois. Et j'ai réalisé que rien n'avait vraiment changé. Jacques avait appris à gérer ses propres problèmes. Mais sa solution aux problèmes de nos parents était toujours de demander à Lucie de les résoudre. Non, ai-je dit doucement. Je ne vais pas les aider. Lucie, Jacques, tu viens de me dire que gérer tes propres problèmes a été la chose la plus difficile et la plus dont tu aies jamais été fier. Pourquoi voudrais-tu enlever cette expérience à maman et papa? Il m'a regardé comme si j'avais suggéré que nos parents fassent du parachutisme. Parce que ce sont nos parents. Parce qu'ils ont des difficultés. Parce que nous sommes censés aider la famille. Tu aides la famille. Tu m'as apporté le dîner et tu m'as dit que tu comprenais ce que je traversais. Ça, c'est de l'aide. Je me suis levé et j'ai commencé à mettre les restes dans des contenants. Mais me demander de redevenir la solution financière de la famille, ce n'est pas de l'aide, Jacques. C'est juste remettre tout en place comme avant. Et s'ils n'y arrivent pas? Et s'ils perdent la maison? Alors ils trouveront ce qu'ils feront ensuite, tout comme toi quand tu as dû trouver un nouveau logement. Jacques est parti cette nuit-là avec des sacs de restes et une expression frustrée qui me disait qu'il me trouvait déraisonnablement têtu. Mais il m'a aussi fait un câlin en partant pour la première fois depuis des années et a dit « Je suis fier de ce que tu fais, même si je ne le comprends pas. » C'était la chose la plus honnête que n'importe quel membre de ma famille m'ait dite depuis très longtemps. L'intervention a eu lieu un dimanche de mars, et j'aurais dû m'y attendre. Mélissa m'a appelé ce matin-là avec une invitation à un brunch familial chez elle. Rien de formel, a-t-elle dit.
Juste des crêpes et du café et une chance de rattraper le temps perdu avec tout le monde. Cela faisait des mois que nous n'étions pas tous dans la même pièce. Et ne serait-il pas agréable d'essayer de revenir à la normale? J'aurais dû savoir que c'était exactement ce à quoi il voulait revenir. Je suis arrivé chez Mélissa pour trouver la voiture de mes parents déjà dans l'allée ainsi que la Honda délabrée de Jacques. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai pu voir tout le monde assis autour de la table de salle à manger de Mel, qui était dressée avec ses belles assiettes et des serviettes en tissu. Certainement pas le petit déjeuner décontracté aux crêpes auquel je m'attendais. Lucie. Mélissa a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je suis si contente que tu sois venue. La salle à manger est devenue silencieuse quand je suis entré. Maman et papa étaient assis l'un en face de l'autre à table, tous deux habillés comme s'ils allaient à l'église. Jacques portait une chemise boutonnée que je n'avais jamais vue auparavant. Même Mélissa avait échangé son habituel survêtement de week-end contre un pantalon et un chemisier. Ceci semble très formel pour un brunch familial, ai-je dit, prenant la chaise vide qu'ils avaient manifestement gardée pour moi. Nous voulions te parler de quelque chose d'important, a dit papa, allant droit au but d'une manière totalement inhabituelle pour lui. À propos de la situation familiale. Quelle situation familiale? Maman s'est penchée en avant, les mains jointes devant elle comme si elle priait. Lucie, nous savons que tu es en colère contre nous à cause de Noël. Tu as toutes les raisons d'être en colère. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, et je suis sincèrement désolé de t'avoir blessé. C'étaient de belles excuses, et cela semblait presque sincère. Mais il y avait quelque chose de répété dans la façon dont elle les avait prononcées, comme si elle s'était entraînée devant le miroir. Merci pour tes excuses, ai-je dit prudemment. Le fait est, a continué papa, nous espérons pouvoir mettre tout cela derrière nous et travailler ensemble en famille pour résoudre certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quel genre de problèmes? Des problèmes financiers, a dit Mélissa, et j'ai remarqué qu'elle évitait mon regard. Maman et papa ont des difficultés à rattraper les factures après tout ce qui s'est passé en janvier, et Jacques essaie toujours de retourner à l'école. Maman a ajouté, il travaille si dur, mais les frais de scolarité sont juste écrasantes pour quelqu'un de son âge. J'ai regardé autour de la table ma famille, tous bien habillés et assis à leurs places assignées, délivrant leurs discours soigneusement préparés sur les problèmes familiaux qui devaient être résolus. C'était comme regarder une réunion de conseil d'administration où j'étais la PDG à qui on demandait d'approuver un budget. D'accord, ai-je dit. La question semblait les prendre au dépourvu. Papa a jeté un coup d'œil à maman. Maman a regardé Mélissa. Jacques fixait sa tasse de café. Eh bien, a dit Mélissa finalement. Nous pensions que tu pourrais peut-être les aider à se remettre sur la bonne voie. Juste temporairement jusqu'à ce qu'ils soient à jour. Les aider comment? Financièrement, a dit Jacques doucement. Comme tu le faisais avant. Et voilà. La vraie raison de la réunion de famille formelle, des belles assiettes, des excuses répétées. Ils voulaient que je redevienne leur filet de sécurité invisible. Alors, laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris, ai-je dit, gardant ma voix égale. Vous voulez que je recommence à payer vos factures? Juste temporairement, a dit maman rapidement. Jusqu'à ce que nous soyons de nouveau sur pied. Combien de temps temporairement? Encore une série de regards. Personne n'avait pensé aussi loin. Peut-être 6 mois, a suggéré papa. 1 an au maximum. Et que se passe-t-il après cette année? Eh bien, d'ici là, nous aurons trouvé un meilleur système pour tout gérer, a dit Mélissa. Quel genre de système? Je ne sais pas, Lucie. Un budget ou un plan de paiement ou quelque chose. Le point, c'est qu'ils ont besoin d'aide maintenant et que tu es en position de la fournir. Je me suis assise sur ma chaise et je les ai regardés chacun à son tour. Mes parents, qui vivaient au-dessus de leurs moyens depuis si longtemps qu'ils avaient oublié quels étaient leurs moyens réels. Jacques, qui apprenait enfin à subvenir à ses propres besoins, mais voulait prendre un raccourci vers la dépendance. Mélissa, qui n'avait jamais eu besoin de mon aide, mais était parfaitement à l'aise de me demander de la fournir pour tout le monde. Non, ai-je dit. Lucie, s'il te plaît. La voix de maman s'est brisée. J'ai 62 ans. Je ne peux pas continuer à travailler 2 emplois et à nettoyer des maisons juste pour garder les lumières allumées. Alors ne le faites pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, trouver une solution qui n'implique pas que je paie pour votre vie. Je me suis tourné vers papa.
Tu as dit que tu voulais mettre Noël derrière nous et travailler ensemble en famille. Ce n'est pas travailler ensemble. C'est me demander de redevenir votre compte bancaire personnel. Ce n'est pas ça, a protesté Mélissa. N'est-ce pas? Parce que ça ressemble exactement à ce que c'est, j'ai dit. Pendant 6 ans, j'ai discrètement payé pour l'éducation de Jacques, ton assurance maladie, tes cartes de crédit, tes factures de services publics. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance ou de remerciement. Je n'en ai jamais fait un problème familial. Je m'en suis juste occupé parce que je le pouvais et parce que je vous aime. Nous savons, a dit Jacques. Et nous sommes reconnaissants. Vous êtes reconnaissants maintenant. Mais où était la gratitude quand maman m'a traité de parasite devant 20 personnes? Où était la gratitude quand tu as ri quand elle m'a traité de parasite? Lucie, nous ne savions pas, a dit papa. Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir. Vous vouliez croire que vos problèmes financiers se résolvaient par magie. Vous vouliez croire que l'éducation de Jacques était couverte par une bourse mystérieuse. Vous vouliez croire que j'étais le membre de la famille qui prenait au lieu du membre de la famille qui donnait. Le silence autour de la table était assourdissant. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je continué. Vous allez trouver vos propres solutions financières, tout comme tous les autres adultes dans le monde. Vous allez faire des budgets et des plans de paiement et des choix difficiles sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas vous permettre. Et vous allez le faire sans que ce soit ma responsabilité de financer votre style de vie. Mais Lucie, la voix de maman était petite maintenant. Et si on n'y arrive pas? Et si on perd la maison? Alors vous trouverez ce que vous ferez ensuite. Vous réduirez la taille, vendrez des choses, déménagerez dans un endroit moins cher, ou demanderez de l'aide à Jacques et Mélissa, ou demanderez à des programmes d'aide. Vous ferez ce que des millions de familles font quand elles n'ont pas les moyens de leur situation actuelle. Ce ne sont pas de vraies solutions, a dit papa. Ce ne sont pas des solutions faciles, ai-je corrigé. Mais ce sont des solutions réelles, et c'est à vous de les trouver. J'ai fermé la porte doucement, mais fermement, laissant mes parents dans le couloir pour trouver ce qui allait suivre. Pour la première fois depuis Noël, j'ai dormi toute la nuit sans m'inquiéter des problèmes de quelqu'un d'autre. Le point de rupture est arrivé en mai, exactement 6 mois après Noël, quand ils se sont tous présentés à mon immeuble à 7 heures du matin. Je me préparais pour le travail quand l'interphone du hall a sonné. La voix du concierge a crépité à travers l'interphone. Mademoiselle Anderson, vous avez plusieurs visiteurs. Vos parents, votre frère et votre sœur. Ils demandent à monter. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, à moitié habillé, les cheveux encore humides de la douche, le mascara à la main, et j'ai réalisé que c'était ça. Le moment que j'attendais depuis janvier, le dernier assaut coordonné contre mes limites. Faites-les monter, s'il vous plaît. J'ai fini de me préparer au bruit des pas et des voix pressantes dans le couloir devant mon appartement. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient arrangés comme une délégation. Maman et papa devant, Jacques et Mélissa sur les flancs, tous avec des expressions de détermination sombre. Nous devons te parler, a annoncé maman, me bousculant pour entrer dans mon salon. Bonjour à vous aussi, ai-je dit, fermant la porte derrière eux. Puis-je offrir du café à quelqu'un? Lucie, assieds-toi, a dit papa avec la voix qu'il utilisait quand j'étais en difficulté enfant. C'est assez dur comme ça. Je suis resté debout et j'ai croisé les bras. Qu'est-ce qui est assez dur? Cette crise de bouderie, a dit Mélissa. Cette punition que tu infliges à toute la famille parce que tu es en colère contre Noël. Nous sommes ici pour te présenter un ultimatum, a ajouté Jacques, sortant un papier plié de sa poche de veste. Nous avons tous discuté et nous avons décidé que cela se termine aujourd'hui. Un ultimatum. Ils avaient organisé un ultimatum. J'ai failli rire de l'absurdité de la situation. D'accord, ai-je dit. Écoutez. Jacques a déplié le papier et a commencé à lire comme s'il délivrait un document juridique formel. Lucie Anderson, nous, ta famille, te donnons une dernière occasion de reprendre ton soutien financier à ce ménage. Si tu acceptes d'aider avec les factures mensuelles et les dépenses courantes. Nous sommes prêts à oublier les 6 derniers mois et à revenir à la façon dont les choses étaient avant. Et si je n'accepte pas, alors tu n'es plus la bienvenue aux réunions de famille, a dit maman, la voix tremblante de colère ou de nervosité. Plus de dîners de fête, plus de fêtes d'anniversaire, plus d'événements familiaux. Tu choisiras de t'exclure de cette famille. Je les ai fixés, ces 4 personnes que j'avais passé toute ma vie à aimer et à soutenir et à essayer de satisfaire,
et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de tristesse ou de colère ou de peur, mais une étrange sorte de soulagement. Vous m'excluez à moins que je n'accepte de payer vos factures. Nous nous protégeons de quelqu'un qui a clairement choisi l'argent plutôt que la famille, a dit papa. J'ai choisi l'argent plutôt que la famille. J'ai ri, et c'est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. J'ai passé 6 ans à choisir la famille plutôt que l'argent. J'ai choisi votre stabilité financière plutôt que ma propre sécurité financière. J'ai choisi l'éducation de Jacques plutôt que mes propres économies. J'ai choisi l'assurance maladie de maman plutôt que mon propre fonds d'urgence. Et nous sommes reconnaissants pour ça, a dit Mélissa rapidement. Mais Lucie, cela ne te donne pas le droit de nous abandonner quand les choses deviennent difficiles. Les choses sont devenues difficiles en janvier. Ça fait 5 mois. Combien plus difficiles doivent-elles devenir avant que tu trouves des solutions qui ne m'impliquent pas? Nous avons trouvé des solutions, a dit maman. La solution, c'est que tu reprennes l'aide comme avant. Ce n'est pas une solution. C'est juste reculer. Jacques s'est avancé, tenant toujours son morceau de papier comme s'il lui donnait une sorte d'autorité. Lucie, nous avons clarifié notre position. Soit tu recommences à payer pour les choses, soit tu ne fais plus partie de cette famille. Je me suis dirigé vers le comptoir de ma cuisine et j'ai pris mon sac et mes clés. D'accord. D'accord. Quoi? D'accord. Je choisis de ne plus faire partie de cette famille. Je me suis dirigé vers la porte. Je dois aller au travail maintenant. Veuillez fermer à clé en partant. Le silence derrière moi était assourdissant. Je pouvais les sentir me fixer dans le dos. Probablement en attendant que je me retourne et que je dise que je ne le pensais pas. Que je ne faisais que marquer un point. Que bien sûr, je préférerais payer leurs factures plutôt que de les perdre complètement. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte de mon appartement et je suis sorti. Lucie, attends. Mélissa m'a appelé. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Mel, tu viens de me dire que ma valeur pour cette famille se mesure en euros. Tu viens de me menacer de me déshériter à moins que je n'accepte de financer votre style de vie. Tu veux savoir ce que j'ai appris en 6 mois sans être votre compte bancaire personnel? Quoi? J'ai appris que je suis une personne complète toute seule. J'ai des amis qui m'aiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. J'ai une carrière qui me comble. J'ai des loisirs et des intérêts et des objectifs qui n'ont rien à voir avec la résolution des problèmes des autres. J'ai regardé chacun d'eux dans mon couloir. J'ai appris que je n'ai pas besoin d'une famille qui ne m'apprécie que pour mon argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, a protesté papa. N'est-ce pas? Parce que vous venez de me donner un ultimatum. Payez nos factures ou perdez-nous. Cela ressemble exactement à une famille qui ne m'apprécie que pour mon argent. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur, laissant derrière moi 4 personnes qui venaient de me montrer exactement ce que j'étais pour elles. Dans l'ascenseur, descendant vers le hall, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une liberté complète par rapport aux attentes des autres. C'était terrifiant et exaltant et absolument juste. Le premier Noël sans eux a été étonnamment paisible. J'ai passé le 25 décembre dans mon appartement, portant un pyjama jusqu'à midi et préparant des crêpes à partir de 0 pendant que la neige tombait dehors. J'ai fait un appel vidéo avec mon colocataire d'université qui avait déménagé à Seattle, échangé des SMS avec quelques amis du travail, et lu un livre entier sans que personne n'appelle pour me demander de résoudre leurs problèmes. Ce fut la première matinée de Noël de ma vie d'adulte où je ne stressais pas à propos de la dynamique familiale ou de qui pourrait avoir une crise à régler. Juste moi, mon café, et le genre de calme qui vient du fait de ne pas être responsable du bonheur des autres. Vers 15 heures, mon téléphone a sonné. Le nom de Mélissa à l'écran. Joyeux Noël, Lucie. Joyeux Noël, Mel. Comment passes-tu ta journée? Paisiblement. Et toi? Comment se passe le rassemblement familial? Une pause. Petit. Juste moi et Jacques et maman et papa. C'est différent sans toi. J'ai attendu qu'elle arrive au but. Mélissa n'appelait pas juste pour échanger des politesses. Lucie, je voulais te dire quelque chose à propos de l'année écoulée. D'accord, j'étais fausse à propos de l'ultimatum, à propos de l'appeler une crise de bouderie, à propos de tout ça. J'ai passé les 6 derniers mois à regarder maman et papa régler leurs finances et à regarder Jacques apprendre à budgétiser et à économiser de l'argent.
Et j'avais tort. Comment ça? Ils sont tous plus capables que je ne leur donnais crédit. Papa a appris à utiliser les services bancaires en ligne et à configurer des paiements automatiques. Maman a trouvé un travail à temps partiel qu'elle aime vraiment et a commencé à utiliser des coupons comme si c'était un hobby. Jacques a économisé assez d'argent pour s'inscrire à un programme de collège communautaire. Et il est tellement fier de lui de l'avoir gagné. J'ai souri malgré moi. Tout ça semble vraiment bien. C'est bien. Mais Lucie, ce que j'ai réalisé, c'est que rien de tout cela ne se serait produit si tu avais continué à tout payer. Il serait simplement resté à l'aise et dépendant, et Jacques serait resté irresponsable, et rien n'aurait changé. Probablement pas. Certainement pas. Et j'ai aussi réalisé autre chose. Sa voix est devenue plus calme. J'ai réalisé que j'ai passé 6 ans à te regarder prendre soin de tout le monde et que je ne t'ai jamais demandé si tu avais besoin de quelque chose. Je n'ai jamais demandé comment tu allais ou si tu étais stressé à propos de l'argent ou si tu avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Mel, j'ai été une sœur terrible, Lucie. Pas parce que je n'ai pas contribué en argent aux factures de la famille. Je n'aurais pas dû, mais parce que je n'ai pas contribué en attention à ton bien-être. Je t'ai traité comme une ressource au lieu d'une personne. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'avais anticipé. De toutes les choses que ma famille avait faites au fil des ans, l'invisibilité avait été la plus difficile. La façon dont ils avaient tous simplement supposé que j'allais bien. Que je m'occupais de tout. Que je n'avais besoin de rien d'eux. Merci de le dire. Je le dis parce que c'est vrai. Et parce que tu me manques. Tu me manques aussi, Lucie. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais aimerais-tu envisager de prendre un café avec moi un de ces jours? Juste vous deux. Pas d'ordre du jour. Pas de drame familial. J'aimerais bien, ai-je dit. Après avoir raccroché, je me suis blotti sur mon canapé avec mon livre et j'ai réfléchi à l'année écoulée. L'humiliation du matin de Noël semblait remonter à une éternité. Les appels téléphoniques désespérés et les tentatives de manipulation avaient cessé il y a des mois. L'ultimatum dans mon couloir semblait être quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Dans l'espace où la gestion des crises familiales avait l'habitude de se situer, j'avais construit une vie qui était entièrement mienne. J'avais commencé des cours de poterie et rejoint un groupe de randonnée. J'avais commencé à fréquenter quelqu'un qui ne connaissait rien à la dynamique de ma famille et qui m'aimait très bien tel que j'étais. J'avais obtenu une promotion au travail parce que j'avais enfin l'énergie mentale pour me concentrer sur ma propre carrière au lieu des problèmes de tout le monde. Mon compte d'épargne, n'étant plus drainé par les urgences des autres, avait suffisamment augmenté pour que je commence à regarder des maisons, pas des appartements, des maisons avec des jardins et des chambres d'amis et de l'espace pour la vie que j'étais en train de construire. La culpabilité qui m'avait suivi en janvier et février avait été progressivement remplacée par quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. La certitude d'être exactement là où je devais être. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Le numéro de Jacques. Joyeux Noël, ma sœur. Je sais que nous ne nous parlons pas en famille, mais je voulais que tu saches que j'ai obtenu mon diplôme de mon programme la semaine dernière avec une moyenne de 3,8. J'ai payé chaque crédit moi-même, et je n'ai jamais été aussi fier de quelque chose de ma vie. Merci de m'avoir forcé à grandir. Je t'aime. J'ai souri et j'ai tapé en retour. Je suis si fier de toi. Je t'aime aussi. Alors que l'après-midi tirait vers le soir, je me suis préparé un dîner simple et j'ai réfléchi au Noël qui avait tout commencé. La voix de maman résonnant dans le salon. Tout ce que tu fais, c'est prendre, prendre, prendre. Les rires des proches qui m'avaient regardé me faire humilier et n'avaient rien dit. Si je pouvais revenir à ce moment, je me suis demandé, ferais-je quelque chose de différent? Me défendrais-je au lieu de partir tranquillement? Expliquerais-je exactement ce que j'avais apporté avant tous les paiements? Probablement pas, parce que la sortie tranquille, le retrait systématique du soutien, les mois où je les ai laissés se débrouiller par eux-mêmes, tout cela avait mené à ceci. Jacques apprenant à être responsable de sa propre éducation. Mes parents découvrant qu'ils étaient plus capables qu'ils ne le pensaient. Mélissa reconnaissant que la famille signifiait plus qu'une obligation financière. Et moi apprenant que j'avais plus de valeur que ce que je pouvais fournir aux autres. La neige continuait de tomber dehors alors que je m'installais pour une soirée paisible seule. Quelque part en ville, ma famille était probablement en train de finir son dîner de Noël. Peut-être parlant de savoir s'ils allaient m'appeler,
peut-être regrettant la façon dont j'organisais tout et m'assurais que rien n'allait mal. Mais cette Lucie, celle qui résolvait les problèmes de tout le monde et absorbait la crise de tout le monde, était partie. À sa place, quelqu'un qui avait appris que l'amour sans limite n'est pas de l'amour du tout. C'était le plus beau cadeau de Noël que je me sois jamais fait. Le Noël suivant, il y avait une invitation manuscrite de Mélissa me demandant si je voulais me joindre à eux pour un petit dîner de fête discret. Aucune attente, aucun drame, juste la famille essayant de comprendre comment être une famille à nouveau. J'y ai réfléchi pendant une semaine avant de répondre. Pas parce que j'étais en colère maintenant, mais parce que je voulais être sûr d'y aller pour les bonnes raisons. Pas par obligation ou culpabilité ou l'ancien besoin de garder tout le monde heureux, mais parce que je voulais vraiment voir les personnes que ma famille était devenue au cours de l'année suivant l'ultimatum. Quand je suis arrivé à la maison de mes parents la veille de Noël, les décorations étaient plus simples qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Pas d'expositions élaborées ou de couronnes coûteuses, juste des lumières sur l'arbre et quelques bougies sur la cheminée. C'était plus chaleureux d'une certaine manière, plus authentique. Maman m'a serré dans ses bras à la porte comme si elle n'était pas sûre que je la laisserais faire, puis elle s'est reculée pour me regarder. « Tu as l'air bien, ma chérie. Vraiment bien. Merci. Alors, toi et... » Et elle l'a fait. Maman avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais vue depuis des années. Comme si elle avait cessé de porter le poids de problèmes qu'elle ne pouvait pas résoudre. Son nouveau travail à temps partiel dans une librairie locale lui avait donné quelque chose d'excitant, et cela se voyait. Papa était dans la cuisine, en train de cuisiner, portant un tablier qui disait « Le chef du monde ». Il avait appris à préparer quelques repas de base au cours de la dernière année, en partie par nécessité et en partie, je le soupçonnais, parce qu'il avait découvert qu'il aimait ça. Jacques était là avec une petite amie que je n'avais jamais rencontrée. Tous deux parlaient avec animation du programme de certification informatique qu'il avait terminé et du travail qu'il avait décroché avec une entreprise technologique locale. Il avait l'air plus âgé, plus stable, comme quelqu'un qui avait trouvé comment construire une vie au lieu de simplement trébucher à travers une. Mélissa avait apporté des albums photos de l'année écoulée, des photos de dîners de famille et de fêtes d'anniversaire et de soirées tranquilles du mardi qui semblaient plus détendues que nos rassemblements familiaux ne l'avaient été depuis des années. « Nous pensions que tu voudrais voir ce que tu as manqué, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Les photos racontaient une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. Ma famille apprenant à fonctionner sans moi. Mes parents ayant l'air sincèrement heureux au lieu d'être silencieusement stressés. Jacques et Mélissa aidant avec les repas et le nettoyage au lieu de supposer que quelqu'un d'autre s'en occuperait. Tout le monde semblait moins agité, plus présent, plus comme s'ils appréciaient la compagnie de l'autre au lieu de simplement s'en sortir. Vous avez tous l'air vraiment bien, ai-je dit et je le pensais. Nous avons appris certaines choses, a dit papa depuis sa place près de l'arbre. Sur le fait de compter les uns sur les autres au lieu de compter sur une seule personne pour tout réparer. Nous avons appris que nous abusions de toi depuis des années, a ajouté maman calmement. Et que nous sommes en fait plus capables que nous le pensions quand nous le devons. La conversation qui a suivi était différente de toutes celles que nous avions eues en famille. De vraies discussions sur l'argent et la responsabilité et la différence entre aider et permettre. Une reconnaissance honnête des façons dont ils avaient tous contribué à une dynamique qui avait été malsaine pour tout le monde, surtout pour moi. Mais surtout, c'était juste un dîner de famille normal sans crise ni drame ni personne ne comptant sur moi pour résoudre leurs problèmes. Jacques racontait des histoires amusantes sur ses premiers mauvais boulots. Mélissa partageait des photos de la maison qu'elle rénovait. Maman et papa parlaient de leurs projets de retraite comme des gens qui avaient trouvé comment vivre dans leurs moyens. Je me suis surprise à me détendre d'une manière que je n'avais jamais pu faire lors de rassemblements familiaux auparavant. Pas parce que j'étais responsable de m'assurer que tout se déroulait sans heurts, mais parce que j'étais juste Lucie, là pour profiter du dîner et de la conversation avec des gens que j'aimais. Quand il fut temps de partir, maman m'a accompagné jusqu'à ma voiture. « Maman, Lucie, je dois te dire quelque chose. J'ai attendu. J'avais tort de t'appeler parasite, d'être ingrate pour tout ce que tu faisais pour nous, pour tout ça. Mais surtout, j'avais tort de penser que c'était ça, la famille. Ton fait de nous apprendre que nous pouvions prendre soin de nous était le plus beau cadeau que tu nous aies jamais fait, même si c'était difficile. Surtout parce que c'était difficile. Les choses difficiles sont généralement celles qui valent la peine d'être faites. J'ai fait un câlin à ma mère en guise d'adieu et j'ai conduit chez moi à travers les rues calmes. Pensant aux choses difficiles et à la valeur et au long chemin du ressentiment au pardon à quelque chose de mieux que les deux. Ce Noël-là,
pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression d'avoir une famille au lieu d'un travail. En novembre suivant, j'ai finalisé l'achat de ma maison. 2 chambres, une petite cour, une cuisine avec assez d'espace pour une vraie table à manger. Jacques m'a aidé à déménager, et Mélissa a organisé une pendaison de crémaillère. Maman a apporté un gratin qu'elle avait fait elle-même, et papa a réparé la marche bancale de la porte d'entrée sans qu'on lui demande. Tout le monde a donné un coup de main parce que c'est ce que font les familles. Pas parce qu'une personne est responsable de tout, mais parce que tout le monde est responsable de quelque chose. Le matin de Noël, nous avons pris le petit déjeuner chez moi pour la première fois. Ma table, ma vaisselle, mon menu soigneusement planifié. Tout le monde a apporté quelque chose à partager. Tout le monde a aidé au nettoyage. Et tout le monde est parti en se sentant rassasié, heureux et reconnaissant pour l'année que nous avions eue. Alors que je chargeais les dernières assiettes dans mon lave-vaisselle ce soir-là, j'ai pensé au Noël d'il y a 3 ans qui avait tout changé. L'humiliation qui avait semblé si dévastatrice à l'époque s'était en fait avérée être un cadeau, me forçant à voir des schémas que j'étais trop proche pour reconnaître et à faire des changements que j'avais eu trop peur d'essayer. Ma famille n'avait pas besoin d'une aidante. Elle avait besoin d'apprendre qu'elle était capable de prendre soin d'elle-même. Et je n'avais pas besoin d'être indispensable pour être aimé. Certaines personnes pourraient qualifier ce que j'ai fait de dur ou d'impardonnable. Elles pourraient dire que la famille devrait aider la famille quoi qu'il arrive. Mais j'ai appris qu'il y a une différence entre aider et permettre, entre soutenir et se substituer à la responsabilité de quelqu'un d'autre. La femme qui était assise à ce dîner de Noël il y a 3 ans, absorbant silencieusement l'humiliation publique tout en finançant secrètement tout le style de vie de sa famille, était partie. À sa place, quelqu'un qui avait appris que l'amour sans limite n'est pas de l'amour du tout. C'était une dysfonction confortable déguisée en dévouement. Et la famille assise autour de ma table, contribuant au repas, au nettoyage et à la conversation, était meilleure que celle qui me tenait pour acquise depuis des années. Ce Noël-là, personne n'a ri de mes dépens parce que je n'étais plus le membre de la famille sur qui ils pouvaient compter pour absorber leurs problèmes. J'étais juste Lucie, et c'était plus que suffisant.